Bonjour, merci d'être là ce matin. Alors on va aborder un thème qui électrise le secteur, sans mauvais jeu de mots, depuis un an déjà. Pourquoi un an? Ça fait un an qu'Airbus a annoncé sa volonté de mettre en service un avion à hydrogène en 2035. C'est une initiative qui a été prise en pleine crise liée à la pandémie mondiale, qui en a surpris plus d'un. Jusqu'à présent, on parlait assez peu d'hydrogène dans l'aéronautique, le civil du moins. Dans le spatial, ça faisait un moment, mais pas dans le civil. L'offensive s'explique en partie par une pression sociétale et politique qui a été de plus en plus forte en matière d'empreinte carbone du transport aérien, alors même que le secteur ne représente environ 3% des émissions de CO2. Et évidemment, le secteur n'a pas attendu ce projet les bras croisés pour agir. Il a pris l'objectif, l'engagement de réduire par 2 ses émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à 2005, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. L'ampleur du défi en un chiffre, vous me dites si je me trompe, les avions qui seront mis en service en 2050 devront émettre 90% de CO2 en moins que ceux d'aujourd'hui. C'est ce que j'ai retenu il y a quelques jours. C'est bien ça. Pour y parvenir, les industriels ont toute une palette de solutions qui va de l'optimisation des trajectoires aux nouvelles architectures d'avions, l'allègement qui reste évidemment une solution majeure, mais le levier dont on risque d'entendre parler de plus en plus dans les prochaines décennies, c'est celui des nouvelles sources d'énergie. On va donc commencer à discuter autour de l'hydrogène pour en venir ensuite aux autres énergies alternatives. Pour en discuter, on a la crème du secteur aujourd'hui, Guillaume Faury, PDG d'Airbus, bonjour. Olivier Andriès, qui est directeur général de Safran, et Patrick Ky, qui est directeur de l'EASA. Donc question d'ouverture, monsieur, premier tour de table, rapide si vous voulez bien, en quelques minutes. Je vais prendre au mot la question de cette table ronde. L'avion du futur sera-t-il vraiment à hydrogène? Monsieur Faury, je me tourne vers vous en vous posant cette question-là. Est-ce que vous pouvez nous recontextualiser la sortie de cet avion, et la feuille de route et les défis qui sont devant vous pour l'avion à hydrogène? La réponse courte à votre question, c'est oui. L'avion à hydrogène sera bien l'avion du futur. Mais ça va prendre du temps. Et il y a beaucoup de choses qu'on a à faire et qu'on fait d'ici là. Le fait d'avoir annoncé en 2020 les travaux qui sont en cours chez Airbus et la feuille de route avion à hydrogène ne veut pas dire qu'on a attendu 2020 pour y travailler, mais qu'on a senti en 2020 qu'il y avait un besoin, au moment où tout allait mal, de montrer la direction et de montrer clairement la voie. Et aussi, c'est un moment où on a sollicité les gouvernements pour nous aider à continuer la vitesse d'exécution sur la recherche et l'innovation. Et il était normal qu'on explique pourquoi on demande de l'argent public et qu'est-ce qu'on fait de cet argent public. Donc en Allemagne, en France, en Angleterre, en Espagne en particulier en ce qui nous concerne, on a beaucoup de soutien. On a vu d'ailleurs avec cette communication une accélération de la compréhension dans l'écosystème du fait que oui, il allait bien avoir un avion à hydrogène et que ça avait du sens. Mais on a d'autres actions en cours. La première, c'est de réduire les besoins énergétiques des avions. Et on a énormément amélioré la performance énergétique des avions au cours des différentes décennies. On continue à le faire. La deuxième, c'est que nos avions sont déjà capables, et nos moteurs, parce que Olivier est là aujourd'hui, de 50% de SAF, donc de carburant renouvelable pour l'aviation. Et ça, aujourd'hui, c'est très peu utilisé. Et donc, une des priorités à court terme, c'est d'améliorer l'utilisation des SAF par les compagnies aériennes. Il y a un vrai travail à faire dans tout l'écosystème. Et on pense que ces carburants, y compris les carburants de synthèse, continueront à jouer un rôle très important en attendant la montée en puissance à partir de 2035, qui sera probablement progressive, de l'hydrogène, qui nous paraît une excellente énergie pour le futur, parce que sa combustion ou son utilisation à bord d'un avion n'entraîne l'émission d'aucune molécule de carbone. Ce n'est même pas un zéro net, c'est un zéro brut, il n'y a pas d'émission de carbone. Donc voilà, c'est une logique court, moyen, long terme qui nous amène à avoir cette feuille de route. Vous pouvez nous rappeler la feuille de route? Quand acterez-vous de la définition de ce nouvel avion? C'est aux alentours de 2025, 2027? Alors, on s'est donné 5 ans pour faire ce qu'on appelle la maturation des technologies, entre 2020 et 2025. À partir de 2025 jusqu'à 2027 à peu près, on fera ce qu'on appelle la mise en programme, c'est-à-dire trouver les fournisseurs, trouver les financeurs, les systèmes industriels, les mettre en place.
Et puis, lancement d'un programme vers 2027-2028 pour une mise en service en 2035. C'est en gros ça les grands paramètres qui jalonnent un programme comme celui-là. Olivier Andriès, vous partagez cette vision, cette importance de l'hydrogène, ou vous nuancez un peu le propos? J'abonde ce que dit Guillaume. L'hydrogène est une solution. C'est une solution séduisante parce que par définition, elle n'émet pas de gaz carbonique, mais ce n'est sans doute pas une solution universelle. Pas forcément évident qu'elle puisse s'adapter notamment aux avions long courrier, compte tenu notamment du volume des réservoirs, on pourra y revenir. Et c'est surtout une solution sur laquelle on a besoin de travailler en fait. On a besoin de travailler et comme Guillaume l'a dit, ça prendra un certain nombre d'années. Ceci étant dit, la décarbonation ne peut pas attendre. Elle ne peut pas attendre. Et si on veut avoir une chance d'atteindre les objectifs que le secteur aéronautique s'est donné collectivement, de réduire de 50% les émissions de gaz carbonique en 2050 par rapport à 2005, il faut s'y mettre dès aujourd'hui en réalité. Les 90% dont vous parliez tout à l'heure, pour réduire de 50% les émissions de gaz carbonique en valeur absolue, ça veut dire que les nouveaux avions qu'on mettra en service à partir de 2035 devront être effectivement des avions qui émettront 90% de moins de gaz carbonique par rapport aux avions d'aujourd'hui. Et pour ça, il faut travailler sur différents leviers. Le premier levier sur lequel nous allons travailler, et Guillaume l'a dit, c'est le levier de la technologie, tant au niveau de l'avion que du moteur, de manière à continuer à réduire la consommation de carburant et donc les émissions de gaz carbonique. C'est la première bataille, c'est de réduire la consommation de carburant. Et donc ça, c'est un travail au niveau de l'avion sur l'aérodynamique, la masse, etc. Et puis c'est un travail au niveau du moteur et de l'efficacité propulsive et thermique du moteur. Voilà. Ça, c'est le levier technologique. Ça ne suffit pas. Ça nous permettra peut-être de gagner. Nous, on se dit qu'entre l'avion et le moteur, à l'horizon 2035, on peut peut-être viser un objectif global de 30%, par exemple, globalement. Mais ça ne suffira pas par rapport aux 90% dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est pour ça que les carburants durables sont une solution qui est absolument nécessaire et impérative. Mais on ne peut pas attendre 2035. Si on attend 2035 avec les effets de phasing, de remplacement de flotte, on n'atteindra pas l'objectif. Donc l'hydrogène est une solution qui est très séduisante, mais elle n'arrivera, elle mettra un certain temps à arriver. Donc c'est 2035 et l'horizon, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. C'est un objectif ambitieux, mais il faut agir dès maintenant. Et ça, la solution pour agir dès maintenant, ce sont les carburants durables d'hydropine, c'est-à-dire les biocarburants ou les carburants de synthèse, que les moteurs et les avions d'aujourd'hui sont capables d'accepter jusqu'à un niveau de 50%, et encore le niveau de 50% est un niveau certifié, mais nous allons faire des essais pour voir si on ne peut pas pousser cette frontière encore plus haut. Et là, la question, elle se pose au niveau des gouvernements, en fait, et au niveau de l'Union européenne, c'est d'imposer un mandat pour l'utilisation de ces biocarburants. Ça, c'est fondamental. Un mot qui résume votre stratégie chez Safran, c'est l'agnosticisme, on est d'accord, en matière d'énergie pour vos moteurs? Alors, nous sommes motoristes et équipementiers. Donc, la décarbonation de l'aviation, c'est évidemment l'objectif stratégique numéro 1 du groupe Safran. Et donc, de ce point de vue-là, on est évidemment en phase avec nos clients avionneurs et notamment Airbus. Et donc, sur le moteur, ça suppose de travailler sur un moteur en rupture, un moteur disruptif qui nous permette de faire un grand saut en avant à l'horizon 2035. C'est ce que nous avons annoncé la semaine dernière, mais c'est également tout ce qui est allègement de masse sur l'ensemble de nos équipements, parce que la masse, c'est quand même l'ennemi numéro 1 dans le domaine de l'aviation. Donc si vous voulez réduire votre consommation d'énergie, il faut réduire la masse, et puis les biocarburants, les carburants durables. Patrick, comment avez-vous réagi à l'annonce d'Airbus en septembre dernier? Est-ce que depuis, les discussions ont commencé à se multiplier? L'hydrogène, encore une fois, c'est assez nouveau quand même pour l'aviation commerciale. Comment vous voyez, vous, cet enjeu? Alors, on a évidemment bien réagi. On s'est dit beaucoup de travail, quelque chose de très excitant en termes de rupture technologique.
Et ce qu'il faut prendre en compte, effectivement, c'est que dans notre domaine, les cycles sont longs. C'est-à-dire que si on vise une mise en service en 2035, il faut commencer dès à présent à travailler, non seulement en termes de développement technologique, mais aussi en termes de réglementation et puis en termes d'analyse de certification, etc. Et c'est la raison pour laquelle on a d'ores et déjà commencé à travailler avec Airbus notamment, avec Safran aussi, avec d'autres, sur, d'une part, mieux comprendre quels sont les enjeux autour de ces nouvelles technologies, qui sont des enjeux techniques, technologiques, mais pas seulement. C'est-à-dire que, et on le voit aussi avec les carburants durables, le problème n'est pas seulement un problème technique, c'est aussi un problème d'écosystème, c'est-à-dire c'est un problème de supply chain, c'est un problème de distribution, et sur l'hydrogène encore plus que sur les biocarburants ou les carburants renouvelables, on va avoir un vrai souci de maîtriser la chaîne de distribution, notamment en termes de sécurité, c'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est la sécurité. Il est clair que arriver à amener de l'hydrogène pour faire le fueling, enfin je ne sais pas si on peut utiliser le fueling des avions, ça va générer des risques de sécurité qui sont complètement différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui, notamment sur les plateformes aéroportuaires. C'est le principal point de vigilance, la sécurité, mais aussi à bord ou pas? Pour nous, c'est notre point essentiel de vigilance, évidemment. Et avec toutes les nouvelles technologies, en fait, il y a des analyses de sécurité très approfondies qui doivent être faites. La difficulté avec ces nouvelles technologies telles que l'hydrogène, c'est que nous n'avons pas en propre de compétences dans ces domaines-là, de compétences techniques. Ce qui veut dire qu'on doit pouvoir accompagner nos partenaires industriels en acquérant cette compétence que nous n'avons pas aujourd'hui et en ayant, et ça c'est le rôle du certificateur, la possibilité de poser les bonnes questions au bon moment. Et vous avez un moyen de vous servir de ce qui s'est fait dans le spatial? Oui, ça peut être une base pour vous? Ça sera une des bases. Et nous sommes en train de mettre sur pied un programme de formation de nos ingénieurs, justement en s'appuyant sur la compétence du domaine spatial, sachant qu'on ne peut pas tout reprendre du spatial, c'est-à-dire que les contraintes de sécurité ne sont pas les mêmes, les contraintes d'utilisation, et puis le mode d'emploi d'une fusée est complètement différent du mode d'emploi d'un avion qui vole 100 000 heures. Donc il faut qu'on s'appuie sur la compétence, sur la connaissance de l'utilisation de l'hydrogène dans le domaine spatial, mais qu'on puisse en extraire aussi ce qui est intéressant et utile pour l'aviation, et ce qui peut être un petit peu différent. Guillaume Faury, donc je l'ai dit, ça fait bientôt un an, c'était en septembre de l'année dernière que vous avez annoncé cet avion à hydrogène. Concrètement, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans l'organisation des équipes, les sites impliqués? Je crois que la semaine dernière, vous parliez déjà de Nantes, de Brême. Est-ce que vous pouvez nous donner à voir ce qui commence à se tramer concrètement chez Airbus? Énormément de choses parce qu'on est en route. Quand on dit qu'on veut être prêt en 2025 avec les technologies, ça veut dire qu'on est dans le développement technologique, on a des partenariats, on a des équipes de développement, des équipes de recherche qui sont au travail, on a des essais en cours, c'est des essais qui sont sur des sous-systèmes dont on a fait les premiers dessins, on a déjà les premiers matériels qui sont à l'essai, on développe des bancs d'essai et on s'organise pour que l'ensemble des sous-systèmes dont on aura besoin soit développé, essayé, testé. Comme l'a dit Patricky, le régulateur doit apprendre. Nous aussi, on doit apprendre. L'hydrogène, c'est quelque chose qu'on utilise de façon très spécifique dans le spatial, mais dont on n'a pas l'utilisation dans le domaine aérien. Et l'aérien vient avec beaucoup de contraintes nouvelles. Donc on refait la cartographie de toutes ces contraintes. On essaie de comprendre ce qu'il va falloir essayer, tester, valider, développer pour que ça puisse répondre aux contraintes d'environnement d'un avion. Donc ce n'est pas des nouvelles technologies au sens où elles existent. En revanche, le type d'utilisation est très spécifique dans l'aviation. Le spatial, puisque c'est un bon exemple, c'est des cas d'utilisation très peu nombreux dans un environnement très contrôlé. Et donc on a énormément de travaux sur la simplification, la fiabilisation, et être capable de faire décoller des avions toutes les minutes et d'avoir des aéroports qui opèrent avec de l'hydrogène. Donc c'est quand même une matière première, un carburant qui a des caractéristiques très très différentes
du fuel, de ce qu'on utilise aujourd'hui, qui est aussi un carburant dangereux, hein. Il brûle et il explose, le carburant qu'on utilise aujourd'hui. Mais on a appris à l'utiliser, on a appris à le maîtriser, on a toutes les technologies pour le faire de façon sûre en environnement aéronautique. C'est ça qu'il faut qu'on apprenne dans les 5 années qui viennent. Et c'est en train de se faire en ce moment. On a de très nombreuses équipes sur de très nombreux sites. On a de très nombreux partenaires qui travaillent maintenant à côté de nous. On est en train de faire grandir le nombre de partenaires. Donc c'est une phase qui est vraiment très enthousiasmante. On va y venir justement à cette relation avec Safran qui peut paraître évidente, mais est-ce que vous attendez également quelque chose des fournisseurs, des sous-traitants dans cette aventure-là? J'étais la semaine dernière chez Rafo, c'est un exemple très concret. Ils disaient oui, ils commencent à discuter avec vous pour des équipements du réservoir métallique qui pourrait stocker l'hydrogène. Ça va commencer aussi à imprégner la supply chain, l'avion à hydrogène? On sollicite tous nos partenaires classiques, mais aussi des nouveaux partenaires, pour essayer de comprendre quels sont leurs savoir-faire, quelle est leur stratégie, est-ce qu'ils ont envie d'investir à nos côtés sur ces technologies. Donc de ce point de vue-là, ce genre d'événement est important, ça permet de bien faire comprendre à une population beaucoup plus large ce qui est en train de se jouer, parce que oui, c'est l'aviation du futur, et quand on écrit l'aviation du futur, c'est important pour les partenaires de voir à quel moment ils ont envie de rentrer dans cette activité, et puis nous, une fois encore, de comprendre ces compétences différentes de celles qu'on utilise aujourd'hui, où est-ce qu'elles sont, comment aller les chercher, parce qu'on a vraiment besoin de la capacité d'innovation de l'ensemble de l'écosystème, pour aller très vite. Parce que ce qu'on n'a peut-être pas très bien dit là, c'est que 2035, ça peut paraître très loin. Je crois que Patrick l'a dit, en fait c'est demain. Sur les cycles qui sont les nôtres, avec le niveau de certification qu'on veut atteindre en 2035, le jour où on livre un avion, ça veut dire qu'on est passé par une quantité d'essais, d'analyse de sécurité, de validation, d'essais fonctionnels et dysfonctionnels, tout ce qui est interface homme-machine, aussi bien dans l'avion que la mise en œuvre de l'avion, au sol, sa maintenance. Donc c'est un énorme travail et donc il faut aller très très vite. Et l'enjeu de la vitesse est essentiel pour nous aujourd'hui. Et vous ne le ferez donc pas seul? Vous ne le ferez pas seul, justement. Vous devrez vous entourer d'un écosystème d'industriels pour y parvenir. Il n'y a aucun programme d'avion que l'avionneur puisse faire tout seul. Et là, on a un sujet d'avion et de tous ses composants, dont le moteur. On a aussi un sujet d'écosystème, les aéroports, le transport du carburant, l'alimentation, ça a été évoqué à la table ronde précédente. Et puis la réglementation. Je pense qu'il y a un énorme travail réglementaire que Patrick ne sous-estime sûrement pas, mais que la plupart d'entre nous sous-estimons, parce que pour que l'agence se sente à l'aise de mettre un tampon dans moins de 15 ans, il y a énormément de travail et de chemin à faire d'ici là. Si on parle coopération, justement, Olivier Andriès, il y a un programme dont on a entendu parler, mais pas plus que ça, c'est Hyperion. Hyperion, donc je crois que c'est Airbus, Safran, Ariane Group. C'est quoi? C'est les premiers pas, les premières recherches sur l'avion hydrogène? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Alors, effectivement, le centre de compétences aujourd'hui en Europe dans le domaine de la propulsion à l'hydrogène, c'est Vernon et c'est chez Ariane Group, qui est en fait une filiale commune entre Airbus et Safran. Et donc, nous avons décidé, à trois, entre Safran, Airbus et Ariane Group, de lancer, en capitalisant sur ces compétences, de lancer une première étude sur les systèmes de propulsion à l'hydrogène. Pas simplement la propulsion, mais également tout le circuit de distribution, parce que c'est l'un des challenges techniques de l'utilisation de l'hydrogène liquide. C'est le circuit de distribution. Voilà. Donc cette étude, elle est lancée. Elle est d'ailleurs financée partiellement par l'État français dans le cadre du plan de relance. Et elle va porter sur 2 ans. Elle est censée déboucher sur un programme de démonstration au sol d'un petit système de propulsion à l'hydrogène. Voilà, donc on est effectivement pleinement dans cette collaboration. Patrick, je me retourne vers vous, toujours sur cette question. Restons encore un tout petit peu sur l'hydrogène et sur la mise en musique de cette technologie-là. Comment vous voyez venir des technologies aussi exotiques que la supraconductivité? C'est Airbus, il y a 2 mois qui quand même parle supraconductivité. Je pense que vous ne l'aviez jamais vu encore dans l'aviation. Ça vous rend nerveux? Comment vous appréhendez ça? La cryogénie? Rien ne nous rend nerveux. On est là pour analyser toutes les nouvelles technologies. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit relativement agnostique en termes de technologie. C'est-à-dire que
que ce soit la cryogénie, la supraconductivité, des choses comme ça. Ce qui compte, c'est le niveau de sécurité qui est obtenu avec ces nouvelles technologies. Après, la manière dont Airbus, Safran ou autres peuvent nous démontrer qu'ils remplissent les critères de sécurité, ça c'est quelque chose qui est tout notre métier et qui demande de la prise de compétences sur ces domaines-là. Donc Comment l'acquérir? ça, c'est la vraie question. C'est-à-dire que sur ce nouveau type de dogme technologique, on a besoin d'acquérir une compétence. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on a, avec nos partenaires industriels, des relations très en amont pour qu'ils puissent nous dire, ben voilà, on est en train de penser à telle ou telle technologie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez vous créer votre propre savoir-faire dans ce domaine en ayant une optique qui sera une optique de certification? C'est-à-dire que c'est complètement différent de l'optique d'un industriel qui est de l'optique d'optimisation et puis de mise en œuvre de la technologie. Nous, on regarde qu'est-ce qui est risqué là-dedans. On est vraiment, c'est comme sur l'intelligence artificielle. On ne regarde pas ce qu'on peut avoir, on regarde quel est le risque. Et sur ce nouveau type de technologie, c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Donc, on vient de créer un comité scientifique dans les ESA. On est en train de renforcer nos partenariats avec les universités. On va sans doute regarder comment on peut, dans ces partenariats avec les universités, développer des sujets de thèse, des choses comme ça, pour acquérir de la connaissance, de la compétence technique qui puisse arriver en soutien de nos équipes d'analyse de sécurité et qu'on fasse notre métier sur ces sujets-là. Lié directement à ces nouvelles énergies. Lié, oui. Et en plus, au jour d'aujourd'hui, faire travailler des jeunes sur ce type de problématique, c'est vraiment quelque chose de très très facile. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel on n'aura vraiment aucune difficulté à recruter. Ça redonne un peu du rêve? Absolument, absolument. Mais on le voit, hein, on a créé un programme environnement dans l'agence qui suscite un engouement qui est vraiment remarquable. Guillaume Faury, juste une petite parenthèse avant d'en venir au carburant durable au sens large. Un point d'éclaircissement. L'avion dont on parle, l'avion hydrogène, n'est pas forcément le successeur de la 320. Il pourrait l'être, mais pas forcément. L'année dernière, quand on a annoncé notre programme, on a présenté 3 concepts. Parce qu'effectivement, on a beaucoup à apprendre sur la meilleure application pour commencer de l'hydrogène. Ça dépend des technologies et de l'avion. Ça va dépendre aussi de quel sera l'écosystème en 2035 quand on va mettre en service. Est-ce qu'on aura de l'hydrogène disponible, de l'hydrogène vert, disponible régionalement, internationalement? Et donc on peut avoir un bon avion longue distance, mais s'il n'y a pas l'aéroport à l'arrivée au départ pour refueler en hydrogène, ça ne marchera pas. Donc on est en train de faire ces travaux-là. On ne sait pas aujourd'hui quel sera le point d'application. On voit qu'il y a un certain nombre de bonnes raisons pour penser que ce serait bien de commencer plutôt vers le bas du marché. Mais est-ce que le bas du marché, c'est le haut régional, c'est le court courrier, le moyen courrier? C'est vraiment trop tôt pour le dire. Et de toute façon, la famille A320, aujourd'hui, c'est une famille. Elle couvre un spectre très large. Et il est très fort à parier qu'on ne remplacera pas ce spectre très large en une seule fois. Voilà, donc, je pense que c'est vraiment une question qu'on aimerait tous avoir la réponse à cette question. Je pense qu'on ne l'aura qu'en venant vers 2025, où on commencera à comprendre beaucoup mieux ce qu'on veut faire. Ça dépendra aussi de ce que les motoristes eux-mêmes vont analyser, tester, comprendre, et l'équilibre moteur-avion et le compromis moteur-avion qu'on pourra faire. Vous l'avez dit, messieurs, hein, l'hydrogène n'est pas l'alpha et l'oméga de la décarbonation de l'aviation. On verra sans doute apparaître avant les biocarburants, les carburants de synthèse. Pourquoi constitue-t-il une solution à plus court, moyen terme? Je me tourne vers vous deux pour cette question. Pourquoi aussi miser sur cette source d'énergie? Alors d'abord, on est déjà dans cette dynamique. Si on a des moteurs et des avions certifiés aujourd'hui à 50% d'utilisation de carburant SAF, donc soutenable, renouvelable, c'est parce qu'on s'y intéressait depuis longtemps. Et ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est que l'utilisation en pratique, elle est très faible par rapport à la capacité des avions. Donc il faut vraiment accélérer le développement de ces carburants, qui n'est pas un sujet technique pour les avions, qui est bien un sujet logistique, prix et développement des carburants en quantité suffisante. Et aujourd'hui, l'industrie se cherche un petit peu. Il n'y a pas de demande, donc il n'y a pas de supply, donc il n'y a pas de demande, et il faut créer la mise en route, la mise en avant. C'est en train de se faire. Je pense qu'il y a une compréhension beaucoup plus importante chez les pétroliers, les énergéticiens, que ces carburants constituent
un levier essentiel pour l'aviation à court terme, et donc il va y avoir une demande. Mais il y a aussi un sujet réglementaire, parce qu'il faut arriver à créer un level playing field, une façon de faire la concurrence de façon équitable, parce que ces carburants sont plus chers. Et donc c'est ça qu'on est en train d'essayer de construire dans l'écosystème aviation. Pour l'instant, on n'a pas été aussi vite qu'il aurait fallu, donc il faut accélérer. Et c'est vraiment un sujet dont on parle énormément en ce moment. Et alors très concrètement, vous attendez des actions de la part de qui? C'est quoi? C'est la France, l'UE, l'OACI? Alors, on attend une action de la part des régulateurs. Ça pourrait être l'OACI. On pense que ce sera plus facile si c'est régional dans un premier temps. On attend une action aussi de la part des compagnies aériennes qui individuellement nous disent oui, on a envie d'y aller, mais aujourd'hui c'est un désavantage compétitif trop fort si on le fait. Et donc il faut qu'on entraîne avec nous d'autres compagnies aériennes. Et donc il y a cette discussion en cours sur comment créer les conditions d'une mise en route. Nous on a fait notre boulot côté constructeur. Les quantités de carburant ne sont pas disponibles aujourd'hui comme il faudrait. Il y a aussi, je crois, une crainte d'un certain nombre de régulateurs que ça devienne la solution pour le long terme et qu'elle ne règle pas complètement le problème. Donc je pense que tout ce qu'on fait sur l'hydrogène permet aussi de montrer qu'il y a des solutions complètement décarbonées pour le long terme, en tout cas pour une très grande partie de l'aviation. Et donc les conditions sont là pour que l'ensemble des acteurs accélèrent, investissent et créent les conditions de la réussite. Je crois aussi que la pression sociale sur la décarbonisation de l'aviation augmente et donc les compagnies aériennes sont aussi autour de la table avec les régulateurs pour trouver les solutions. Votre réponse chez Safran à l'hydrogène, au carburant durable, au carburant de synthèse, c'est CFM RISE. Vous l'avez annoncé la semaine dernière. Vous pouvez nous redire 2 mots sur ce programme? Alors effectivement, nous avons annoncé lundi dernier avec notre partenaire GE, General Electric, qui est notre partenaire dans les moteurs depuis bientôt 50 ans. On a annoncé le lancement d'un programme de maturation technologique pour être en mesure de mettre sur le marché à l'horizon 2035. Donc c'est court en fait, Guillaume a insisté là-dessus. Pour l'aéronautique, c'est un temps court. À l'horizon 2035, un moteur de nouvelle génération, disruptif comme on dit, qui vise à faire une économie de consommation de carburant de 20% par rapport au moteur LEAP que l'on vient à peine de mettre sur le marché il y a 5 ans. Donc ça veut dire que par rapport au parcours que nous avons fait depuis des décennies dans l'aéronautique et notamment dans les moteurs, où on dit en général qu'on gagne 1% par an de consommation de carburant. Donc c'est vrai qu'en 40 ans, on a gagné 40%. Et bien là, ce qu'on dit, c'est qu'il va falloir aller 2 fois plus vite. Si on veut atteindre l'objectif qu'on s'est fixé globalement à l'horizon 2050, par la voie technologique, il va falloir aller 2 fois plus vite. Et donc, il faut aller chercher des solutions de rupture. Et donc, le programme RISE qu'on a annoncé, c'est ça. Et le moteur sur lequel on va travailler, c'est un moteur non caréné. Donc, on l'appelle Open Fan. Mais c'est un moteur non caréné qui nous permet d'augmenter significativement la taille de ce qu'on appelle le fan, qui est la soufflante, qui est le moulin qui est à l'avant du moteur. Et ça nous permet d'améliorer significativement l'efficacité propulsive du moteur et donc sa consommation de carburant. Donc aller chercher 20%, il faut aller chercher une technologie de rupture. Si on reste sur, je dirais, l'amélioration incrémentale d'architecture de moteurs qui sont celles d'aujourd'hui, on ira peut-être chercher à cet horizon-là la moitié de cela, mais pas 20%. Dans le détail, parce que quand vous dites open fan, certains d'entre nous ont peut-être plus en tête l'expression open rotor, c'est parce qu'il y a une hélice fixe sur RISE alors que vous travaillez d'ici Effectivement, sur les hélices contrarotatives. C'est ça? Alors on a une expérience et notre partenaire GE également sur ce type d'architecture puisque nous avons testé au banc, au sol, un moteur qu'on a appelé l'Open Rotor qui a été financé dans le cadre d'un programme européen. On l'a testé donc en France et ça a donné de très très bons résultats puisqu'on a démontré qu'on faisait une amélioration déjà de 15% par rapport au moteur LEAP. Et en plus de bonnes performances en termes de bruit. C'est un sujet important également, le bruit. Et donc on est parti de cela. Notre partenaire GE avait également fait dans le passé des essais sur des moteurs non carénés. Et on est parti sur l'idée d'un seul étage. L'open rotor qu'on a testé, c'était un double étage contrarotatif. Donc il y avait un étage de soufflante qui tournait d'un côté et un autre étage qui tournait de l'autre côté. Là, on est parti sur une architecture un peu plus simple,
avec un seul étage rotatif et un étage fixe, qui est un étage de redressement, voilà, pour être un peu technique. Donc ce n'est pas tout à fait l'open rotor, mais on est quand même dans le même état d'esprit, et évidemment, on va beaucoup capitaliser sur tout ce qu'on a appris à l'occasion de ce programme de démonstration. J'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un lancement d'un moteur, on n'en est pas là. Nous sommes motoristes, donc on se met en situation de travailler la maturation des technologies. Guillaume a beaucoup insisté sur le temps nécessaire à la maturation des technologies sur tout un tas de sujets, et notamment la sécurité, c'est évidemment le sujet numéro 1. Et donc on se met en situation effectivement d'être en 2000, au milieu de la décennie, c'est-à-dire 2025 plus, en situation d'avoir maturé ces technologies pour être en mesure, si effectivement les avionneurs confirment leur intérêt pour une architecture de ce type, de lancer un moteur. Du coup, il m'est difficile quand même de ne pas vous poser la question. Vous avez droit à un joker à ce stade. Est-ce qu'il vous intéresse ce moteur? Il a une chance d'être embarqué sur un Airbus? Oui, c'est une très très bonne nouvelle ce que GE et Safran ont annoncé la semaine dernière, parce que, à plusieurs titres. Le premier, c'est qu'ils partent ensemble. C'est le premier motoriste au monde en termes de volume et de moteurs livrés, en particulier sur le segment où on est très présent, qui sont les avions court et moyen courrier, et qui seront ceux qui seront les plus impliqués par ces changements. C'est un moteur qui réduit fortement les consommations, donc qui facilite énormément le travail pour les constructeurs pour réduire les consommations au niveau de l'avion, puisqu'il y a une grosse contribution qui va venir des moteurs. Et dans la logique où on irait, donc Olivier l'a dit je crois plus tôt, c'est un moteur qui a vocation à consommer des carburants traditionnels, des carburants soutenables, les SAF, et aussi de l'hydrogène. C'est un moteur dit agnostique. Quand on va aller à l'hydrogène, on va avoir des problématiques de stockage à bord des avions de l'hydrogène, qui a une très bonne densité d'énergie massique, mais une mauvaise densité d'énergie volumique. En clair, il y aura des grands volumes d'hydrogène. Et le fait qu'on ait un moteur qui consomme beaucoup moins permet de réduire cette problématique et de la rendre beaucoup plus gérable et plus acceptable. Et puis en termes de timing, c'est complètement aligné avec nos propres objectifs. Donc oui, c'est vraiment une pièce majeure de l'édifice qui se met en place. Et de ce point de vue-là, ce que GE et Safran ont annoncé est extrêmement important pour nous, extrêmement positif pour nous. Un bon alignement des planètes. Patrick, sur la question des biocarburants, donc on l'a dit, je reviens un petit peu dessus, hein, on parlait du taux d'intégration actuel, je crois qu'il y a à peu près 7 ou 8 filières certifiées, pour la plupart à hauteur de 50%, notamment la plus mature, je crois, la filière HEFA, passer à 100%, comme le souhaitent les avionneurs et les motoristes. Il y a des essais qui vont être menés sur un A320 avec Safran d'ici la fin de l'année. Ça constitue un défi majeur ou vous vous y attendiez en quelque sorte à cette nécessité? Alors, pour être clair, ce n'est pas nous qui certifions les fuels. C'est un organisme de standardisation, ASTM, avec un processus qui est... Au niveau des avions. En revanche, effectivement, au niveau des avions et des moteurs, ce que nous certifions, c'est l'acceptabilité et puis l'impact d'un certain blending, d'un certain... quantité de mélange. Mélange à bord, dans le fuel qui est utilisé. Ça, nous allons travailler avec les motoristes, avec les avionneurs, pour regarder quel est l'impact d'utiliser un blending un peu plus élevé. Mais il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas d'impossibilité. Il n'y a pas d'enjeu technique. On parle de l'absence de cycle aromatique dans les SAF qui font que les joints n'assurent pas de manière identique l'étanchéité, etc. Il y a des enjeux techniques qu'il faut qu'on regarde, qu'on mesure, et sur lesquels je suis certain qu'on trouvera des solutions. Donc c'est comme dans toute nouveauté, il y a toujours des enjeux, mais sur ce sujet-là, je ne pense pas qu'il y ait de choses qui soient vraiment impossibles à résoudre. Donc on revient à l'enjeu de l'écosystème, c'est ce que vous dites. Est-ce qu'on pourrait en venir à parler, alors il n'y a pas autour de nous d'acteurs des aéroports, mais est-ce que vous pourriez nous donner la vision, peut-être vous, Monsieur Faury, sur ce qu'on attend comme rôle pour les aéroports dans les prochaines décennies? Ils vont devoir acheminer de l'hydrogène, pourquoi pas aussi des biocarburants. Qu'est-ce qui se dessine comme modèle économique avec les aéroports? Ils devront se transformer en hub énergétique. Je crois qu'il y a un partenariat qui a été signé ce matin avec notamment Air Liquide et ADP. Ça va se multiplier, ces rapprochements? Oui, je parlais tout à l'heure des grands enjeux, l'avion, les fuels, les carburants, l'écosystème et puis la réglementation. Donc là, c'est dans le volet clairement écosystème. Je pense qu'il y a une opportunité pour les aéroports d'accélérer parce qu'ils ont d'autres raisons de vouloir utiliser de l'hydrogène.
pour la décarbonation des véhicules au sol et d'autres utilisations de l'énergie. Et avoir un partenariat, ça permet de prendre de l'avance aussi sur l'utilisation de l'hydrogène par les aéroports. C'est intéressant de voir qu'il y a d'autres industries qui sont en train d'aller vers l'hydrogène. On voit très clairement les camions, qui sont très très clairement, en tout cas pour un certain nombre de constructeurs, dans la même tendance que nous. Et puis pour l'automobile, je pense que c'est pas à court terme, parce que les batteries, c'est finalement une solution qui fonctionne bien, mais probablement sur le long terme, quand il y aura une vraie économie de l'hydrogène, avoir des véhicules électriques qui sont propulsés par une pile à combustible plutôt que par une batterie, ça sera quelque chose qui aura probablement beaucoup de sens, surtout quand les effets d'échelle et l'économique sera là, parce qu'aujourd'hui, ça reste encore relativement coûteux par rapport aux batteries. Donc voilà, l'écosystème se met en ordre de bataille. Le fait d'avoir ce genre de discussion, d'avoir des discussions à d'autres endroits, de comprendre qu'il y a une convergence de l'ensemble des moyens et des outils qui permettent à la fin la réussite, nous fait associer plus de partenaires. Et puis ça permet aussi aux régulateurs, au gouvernement, aux compagnies énergétiques de comprendre que cette tendance, elle est très profonde, elle est très forte, et donc ça encourage les investissements au bon moment. Donc pour nous, c'est aussi quelque chose de très important et de positif par rapport à cette feuille de route de décarbonation de l'aviation, qui est probablement la révolution la plus passionnante et la plus importante aussi à réaliser pour l'aviation. Et une fois qu'on aura une aviation décarbonée, on aura vraiment un moyen de transport qui ne nécessite pas d'infrastructure au sol et qui n'endommagera pas l'environnement et l'atmosphère. Donc c'est un peu le Graal. C'est pour ça qu'on est aussi motivé pour le faire. Pour un motoriste, pour la certification aussi, ça change quelque chose, cette émergence d'un écosystème, de devoir parler à des industriels à qui on ne s'adressait pas forcément avant. Vous entrevoyez comment les rapports entre industriels dans les prochaines décennies ? Je ne sais pas qui veut prendre la parole, Monsieur Andreas ou vous ? Pour nous, ce qui va être aussi une rupture, c'est le fait qu'on va devoir certifier des équipements d'industriels qui n'ont jamais été certifiés jusqu'à présent. Quand on parle de réseau de distribution au sol, par exemple, au sein des aéroports, d'hydrogène, il est probable que nous devions à un moment certifier la sécurité de ces réseaux de distribution. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Donc il va falloir qu'on rentre, et on a commencé à le faire dans des discussions, notamment avec les autorités aéroportuaires, les opérateurs d'aéroports, pour regarder comment est-ce que dans la définition des infrastructures qui vont être mises en place au sol, on peut mettre en place des exigences de sécurité. Et ça, c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps. De la même manière, les organisations de maintenance, le temps qu'il va falloir pour recharger un avion, ça fait partie de choses qui doivent être regardées, qui doivent être réglementées et sur lesquelles il faut qu'on prenne le temps nécessaire pour avoir les discussions avec tous les acteurs. Un règlement, ça prend entre 5 et 10 ans avant d'être... à partir du moment où on commence à travailler dessus, avant qu'il soit adopté au niveau mondial. Ce qui veut dire que pour 2035, il faut qu'on commence d'ores et déjà à réfléchir au rôle des différents acteurs, institutionnels ou pas, et puis comment on veut réglementer au niveau mondial ces différentes fonctions. Vous allez devoir recruter, vous allez avoir affaire à une surcharge d'activité dans la prochaine décennie. Nouvelle techno, nouvel écosystème. J'espère qu'on va continuer à recruter et puis qu'on va continuer à évoluer parce qu'on doit accompagner ce type de nouvelles technologies et notamment sur des choses qui sont peu techniques. La réglementation, c'est pas technique. Mais je pense que, comme le disait Guillaume, il va y avoir tout un nouvel écosystème qui va se créer avec des nouvelles fonctions, des nouvelles responsabilités de différents acteurs qu'il va falloir réglementer parce que quand on parle de sécurité aérienne, on est obligé de réglementer de manière assez stricte quels sont les rôles et les responsabilités des différents acteurs. Olivier Andreas, toujours sur cette question du partenariat, de la nécessité d'aller vers de nouveaux horizons. Vous aussi, ça va vous forcer un petit peu à bouger les lignes ? Oui, absolument. Et Guillaume en a parlé tout à l'heure, mais il y a un véritable enjeu d'écosystème. On n'y arrivera pas tout seul. La technologie ne suffira pas. Donc toute la question de l'approvisionnement demain matin en carburant durable et très rapidement derrière en hydrogène va devenir une question absolument cruciale dans toutes ses dimensions, y compris la sécurité. Et là, les gouvernements, et notamment l'Union européenne, ici, mais c'est la même problématique en Amérique du Nord, ont un rôle clé à jouer. On l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui on a des solutions techniques pour les carburants durables
qui sont certifiés pour fonctionner à 50%. La réalité, c'est que l'utilisation concrète de carburant durable par les compagnies aériennes, c'est 0,1%. On va dire pourquoi ? Parce que ça coûte très cher. Ça coûte 3 à 4 fois plus cher que le kérosène, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'offre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'offre ? Parce qu'il n'y a pas de demande. Donc il faut sortir de ce cercle vicieux. Et la seule manière d'en sortir, c'est d'imposer un mandat d'utilisation d'un mix minimum de carburant durable à un horizon donné, 2025 ou 2030, par les compagnies aériennes dans le cadre d'un level playing field. C'est-à-dire qu'il faut que l'obligation s'impose à tout le monde. Mais j'ai tendance à penser que c'est beaucoup plus vertueux de faire ça que d'imposer des taxes carbone aux compagnies aériennes. Vous voyez, c'est plus vertueux parce qu'au moins, en faisant ça, on avance. Et c'est quelque chose qui est possible. Ce que je souhaite, c'est que l'Union européenne ne soit pas trop timide en la matière. Pour quelle raison ? Je crains qu'elle le soit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des mandats qui sont évoqués. On est sur des chiffres qui sont peut-être, comme on dit, single digit, c'est-à-dire en dessous de 10%. Je trouve que ce serait dommage d'arriver à ça. Je pense qu'il faudrait avoir une ambition beaucoup plus forte à l'horizon 2030. Je vous renvoie pour cela d'ailleurs au rapport intéressant qui est juste été diffusé de l'Agence internationale de l'énergie, qui dans son scénario de décarbonation globale, on parle globalement, mais qui parle notamment du transport aérien et qui dit qu'il faut prioriser les carburants durables pour le transport aérien, puisque la voiture aura l'électrique, etc., etc. Il faut prioriser. Et qui évoque une trajectoire où il faudrait arriver à 18% en 2030. Donc vous voyez, ça, c'est bon. Je ne dis pas que c'est le scénario qu'il faut faire, mais il faut qu'on soit ambitieux en Europe sur ce taux minimum d'utilisation de biocarburant aujourd'hui et demain carburant de synthèse et ensuite hydrogène. Il faut qu'on soit ambitieux. Je crois qu'en France, il y a une feuille de route qui a été mise en place lors de l'appel à manifestation d'intérêt, c'est ça, l'année dernière. On parle de quelques pourcents. On parle de quelques pourcents. Et là encore, il n'y a pas des problèmes de biais de concurrence qui peuvent entrer en jeu si la France tire un petit peu de son côté, si ça ne se fait pas à l'échelle européenne ? Pour qu'il n'y ait pas de biais de concurrence, il faut que ça se fasse à l'échelle d'un continent. Donc il faut que ça se fasse à l'échelle de l'Europe. Si c'est uniquement la France, effectivement, vous introduisez des biais. Monsieur Faury, sur la dynamique mondiale de ces questions énergétiques, vous voyez quelle tectonique des plaques, quelle région du monde est en train de bouger, lesquelles sont en train d'être mises plutôt sur le côté ? Je pense qu'il y a encore un an, il y avait un peu l'Europe qui voulait vraiment montrer l'exemple et être devant, et d'autres plaques ou d'autres pays qui étaient en suiveur. Il s'est passé des événements très importants avec l'arrivée de l'administration Biden aux États-Unis et une feuille de route décarbonation qui est juste impressionnante et qui change complètement le paysage, en particulier pour l'aéronautique qui est quand même très Europe, Amérique du Nord. Et donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et on voit vraiment une accélération des sujets, une capacité à faire des choses ensemble qu'on n'avait pas vu avant. Et puis la Chine aussi, parce que l'annonce l'année dernière par le président Xi Jinping, ou en tout début d'année, je ne sais plus, que la Chine voulait être carbone neutral en 2060. En fait, c'est une information et une décision très importante qui entraîne également beaucoup de choses en Chine. Et donc, on a une forme de convergence depuis moins d'un an, beaucoup plus forte que celle qu'il y avait avant. On a la COP26 bientôt à Glasgow, qui va être un autre moment important. Et je pense qu'il y a une conscience de plus en plus importante d'un nombre croissant de pays, dont les pays très importants sur ces sujets-là, pour accélérer, pour harmoniser. Et finalement, nous, ce dont on a besoin, c'est d'un cadre clair, le plus mondial possible. Parce que quand on va être au moment de faire des très gros investissements, il faudra que ce soit des avions et des moteurs pour le monde entier. Et il faudra qu'on ait des réglementations qui ne soient pas morcelées et locales, sinon ça ne pourra pas fonctionner. Donc cette mondialisation de la réglementation, des technologies, de la vision du futur, elle est absolument essentielle à la réussite le plus tôt possible de cette transition énergétique. Donc c'est dans nos mains en fait, c'est dans les mains des grands de ce monde. Il y a quelque chose à attendre de l'OACI, il y a un rôle à jouer de la part de l'OACI là-dessus ? Oui, alors l'OACI a démontré au fil des décennies, depuis 1944, une capacité incroyable à créer une réglementation mondiale
et à tirer les niveaux de sécurité vers le haut, parce que c'est une réglementation qui s'applique à peu près tout le monde et qui est mise en œuvre ensuite aux États-Unis, en Europe, de façon appropriée. Et cette réglementation n'a pas arrêté d'évoluer et de progresser parce que c'était la barre que tout le monde devait sauter. Et quand il y en a quelques-uns qui la sautaient, hop, on montait encore le niveau de la barre. Bon, donc oui, l'OACI, à mon avis, a le même rôle à jouer dans le cadre de la transformation énergétique, mais pour l'instant, c'est compliqué. Et on n'a pas encore trouvé le système qui permettrait vraiment de s'imposer à tous. Donc il y a du travail encore à faire. Mais c'est pour nous l'entité, l'organisation qui serait la plus logique et la plus légitime de porter ce sujet-là. Mais peut-être que mes collègues ont des choses à dire sur le sujet. Patrick ? Oui, l'OACI est un point de passage obligé, parce que, comme vient de le dire Guillaume, on a besoin de standards qui sont des standards internationaux sur ces nouveaux domaines-là. La vraie difficulté de l'OACI, c'est qu'on ne peut pas compter sur elle pour porter l'innovation. C'est-à-dire que, quelque part, elle arrive en aval lorsque l'innovation est déjà à un certain degré de maturité, et lorsqu'on lui propose des standards, quand on lui propose des choses qu'elle doit ensuite adopter. Et c'est pour cela qu'on doit à tout prix travailler avec nos partenaires américains, nos partenaires chinois. On n'a pas vraiment commencé à travailler avec eux sur ce sujet, mais pourquoi pas, pour avoir un petit nombre de continents ou de pays qui se mettent d'accord sur une approche commune de ces nouvelles technologies et qui portent ça à l'OACI pour que l'OACI l'entérine au niveau mondial. Donc c'est ça la bonne approche. Les nouvelles technologies dont on parle depuis le début, on va bientôt conclure, mais on les met en œuvre évidemment pour la décarbonation de l'aviation. Est-ce qu'on l'entrevoit aussi comme une possibilité que ça devienne un avantage concurrentiel pour l'industrie européenne dans les décennies à venir pour l'aéronautique ? Qui veut répondre à cette difficile question ? Dans la mesure où la décarbonation est un enjeu qui est devenu planétaire, en fait, qui s'impose à tous, nos clients, avionneurs, compagnies aériennes, voudront effectivement avoir les meilleures solutions possibles. Donc à partir de là, si vous êtes offreur de solutions qui leur permettent effectivement d'aller en ce sens plus loin que certains de vos compétiteurs, eh ben, vous avez un avantage compétitif. Mais il y aura effectivement une course à la technologie dans les prochaines années sur le thème de la décarbonation. Absolument. Et est-ce que cette course à la technologie pourrait, l'irruption plutôt de ces nouvelles technologies pourrait favoriser l'irruption d'un challenger dans l'aviation commerciale? Il y a le cliché éculé de SpaceX dans le spatial. Est-ce qu'on se dit attention, alors on a peu parlé de l'électrique pour l'aviation commerciale, mais on parle hydrogène, on parle biocarburant. Est-ce que c'est un risque cerné, cette possibilité d'un challenger ? C'est une opportunité. Soyons le SpaceX de l'aviation commerciale en accélérant, en développant les technologies, en étant les premiers à servir le marché avec ces nouvelles technologies. Donc on a clairement, nous, fait le pari d'avancer très vite, de venir avec des solutions. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Donc il peut toujours y avoir des nouveaux venus. Il y aura peut-être des nouveaux venus sur un certain nombre de technologies. Je crois que c'est difficile d'émerger venus de nulle part, entre guillemets, ou d'un autre secteur dans l'aviation commerciale sans être visible. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de nouveaux arrivants évidents, à part l'industrie chinoise, Comac, qui se met en ordre de bataille pour essayer de rejoindre les deux autres grands constructeurs. Mais bon, il faut rester très humble, ça peut arriver, il faut toujours continuer à surveiller ce qui se passe. Aujourd'hui, on ne voit pas dans le domaine de l'aviation commerciale de nouvel entrant évident. Maintenant, une fois encore, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être le nouvel entrant sur ces nouvelles technologies, en investissant, en préparant le futur. Une dernière question, si vous voulez bien. Est-ce que vous pensez que ce sujet, cet enjeu de la décarbonation, peut, entre guillemets, réenchanter le secteur, redonner l'envie à toute la nouvelle génération, sur fond d'aviation bashing, sur fond de crise, il y a la pandémie mondiale. Est-ce qu'il y a là aussi une opportunité à saisir? J'étais à l'ISAE Supaéro, j'ai rencontré des étudiants il y a quelques mois qui me disaient, bon, ils ont absorbé d'abord le choc de la crise, mais ils se disaient, on est peut-être la génération qui va inventer l'aviation de demain. Et il y a quelque chose aussi à saisir au niveau des jeunes, là. Je ne sais pas qui veut prendre la parole sur cette question. Oui, absolument. La réponse est oui et doublement oui. C'est vrai que l'aviation a été régulièrement attaquée ces dernières années. Et le fait que nous nous engagions collectivement avec des solutions de rupture, l'avion à hydrogène, le moteur non caréné, etc., et ce qu'a expliqué Patrick Ky au niveau de l'EASA, ça permet de dire aux jeunes, venez chez nous, parce que chez nous,
vous serez dans un environnement où vous allez pouvoir être acteur, en fait. Vous serez acteur de la décarbonation. Vous ne serez pas à l'extérieur à critiquer, etc. Vous serez acteur. Et en fait, la meilleure chose, le meilleur service qu'on peut rendre, c'est effectivement de poursuivre une trajectoire de croissance tout en travaillant sur la décarbonation. La décroissance n'est pas la solution. Sur cette question? Il n'y a pas beaucoup de domaines industriels dans lesquels on a une vision assez claire d'une stratégie à 15 ans ou à 20 ans. Et c'est le cas pour nous. Vous avez vu le buzz et l'engouement qu'ont créé les 3 projets d'Airbus avec les 3 possibilités d'avions à hydrogène. Ça, j'ai 2 fils qui sont en école d'ingénieur, ils adorent. Et effectivement, ils pensaient sortir un peu du domaine aéronautique parce que c'est pas très glamour, parce qu'on pollue, etc. Mais ça, avoir un avion vert, ça fait rêver. Ça fait rêver les jeunes et je pense que c'est quelque chose qui va vraiment susciter beaucoup d'engouement dans nos écoles d'ingénieurs, dans nos universités pour rejoindre le secteur. Et c'est vraiment une très bonne chose. Ça peut paraître accessoire à cette question, mais vous l'avez aussi sorti pour ça, cet avion-là? Alors, d'abord, je voudrais dire qu'il ne faut pas réenchanter l'aviation. Je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont une passion, une fascination pour ce secteur d'activité. En plein milieu de la crise, Airbus est resté l'entreprise préférée des Français, enfin des ingénieurs, des sorties d'école d'ingénieurs. Ça montre que malgré le Covid, et dont on a quand même plutôt bien résisté, il reste un engouement très fort. Oui, je pense que c'est très important de montrer le cap. Et on est logiquement, naturellement, très challengé par les sujets d'environnement. Cet aviation bashing, nous, on le vit assez mal. On trouve qu'il est très injuste par rapport à la part de CO2 qu'on représente versus la contribution au GDP, à la richesse mondiale. Ne serait-ce que le tourisme, c'est 10 à 12% de l'économie mondiale et il est essentiellement servi par l'aviation. Donc en fait, il y a un nombre de gens dans le monde qui vivent grâce à l'aviation qui est absolument considérable. Et une fois encore, on croit vraiment à ce mode de transport. Mais il faut montrer le cap, il faut donner des raisons aux jeunes d'avoir envie de bosser pour nous. Et je crois que le fait de préparer l'aviation décarbonée du futur et pouvoir continuer pour les jeunes générations à parcourir le monde, c'est une façon de réconcilier 2 impératifs ou 2 rêves, celui de voler et celui d'avoir une planète qu'on respecte et qu'on puisse transmettre à nos enfants. Et oui, en tout cas, nous, ça nous motive énormément. Et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent et auprès duquel ça résonne, et en particulier les jeunes, et en particulier les ingénieurs qui ont envie de concevoir des choses très nouvelles. Je crois que ce seront les mots de la fin. Merci à vous pour cette table ronde passionnante. Merci messieurs. Merci à vous tous. Merci à vous.